Spread. Ok, donc salut tout le monde. Alors, moi je suis Mickaël, je travaille chez Drivey. Je m'occupe à la fois des ops, enfin, je m'occupe de ce qu'on appelle la dot team, qui est donc data, opération et tooling. Donc on s'occupe notamment des MySQL et puis plein d'autres choses. Donc là je vais vous parler un petit peu de MySQL depuis 5.5 que tout le monde connaît un petit peu, et puis de ses évolutions 5.6, 5.7, la 8 qui sort cette année, et puis comment on utilise toutes ces nouvelles features dans Rails. Dites-moi si vous ne comprenez pas ce que je dis, parce que j'ai une tendance à parler en franglais très forte, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, on va parler des nouvelles features pour les développeurs, donc pas les features opérationnelles, pas de achat, pas de comment est-ce qu'on scale MySQL, comment est-ce qu'on fait du partitioning, tout ça. On va vraiment parler des features que vous pouvez utiliser un peu tous les jours facilement. On va montrer un petit peu comment on utilise certaines de ces features chez Drivey et comment on utilise certaines de ces features avec Rails. On ne va pas parler de comparer, on va pas comparer MySQL à d'autres bases de données, du point de vue feature en tout cas. Donc pas de feature opérationnelle et pas de pourquoi ou comment on devrait utiliser telle ou telle feature. Donc pourquoi je commence à 5.6 ? Alors en fait, si on regarde un peu l'histoire de MySQL, donc en 2009, il y a Oracle qui rachète Sun, qui est donc le créateur de MySQL. Bon, à l'origine, il avait racheté InnoDB, un des engines de MySQL, mais ils ont fini par racheter Sun complètement. Et donc là, il y a eu une espèce de restructuration en interne, la team a pas mal changé, ils ont fait pas mal de changements de comment ils faisaient avancer le projet, comment ils récupéraient des requests de certains contributeurs et tout. Donc c'était un peu le bordel pendant un peu plus de 3 ans. Et pendant ce temps-là, il y a eu l'avènement du NoSQL, donc de MongoDB, de PostgreSQL, qui ont commencé un peu à gratter des parts de marché. Et MySQL, le temps qu'il réagisse, il y a quand même eu pas mal de hype autour d'autres bases de données. Donc pourquoi je commence à 5.6 ? Parce que c'est un peu là que les gens ont arrêté de suivre ce qui se passait sur MySQL. Donc on va commencer l'histoire. Voilà, c'est juste pour relativiser un peu, MySQL c'est quand même une des bases de données les plus utilisées aujourd'hui. Si on regarde le nombre de posts par tag sur Stack Overflow, qui est sûrement pas du tout biaisé. Voilà, donc on va commencer avec MySQL 5.6. Ça a été réalisé en 2013. Il y a eu d'énormes refactors en interne sur MySQL 5.6 qui ont permis vraiment à MySQL 5.7 et 8 de rajouter pas mal de features. Sur 5.6, on n'a pas des masses, mais enfin, au niveau développeur en tout cas, mais on va quand même en parler. La première sur laquelle je veux appuyer, c'est le Performance Schema, qui existait déjà avant, mais qui était très léger, on ne pouvait pas faire grand-chose. Le Performance Schema, c'est activé par défaut dans MySQL 5.6. C'est une base de données avec beaucoup de tables qui en fait fait du monitoring automatiquement de ce qui se passe dans MySQL. Et donc c'est vachement utile pour faire plein de choses, pour vraiment regarder ce qui se passe à la fois sur vous les users de cette base de données, ce que vous faites de façon très courante, mais aussi en interne, qu'est-ce qui se passe, essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a des problèmes par-ci, par-là. Je vais vous donner quelques exemples. Là, par exemple, donc on peut demander au schéma, au performance schema, quels sont les index qui ne sont jamais utilisés. Je ne vais pas aller dans le détail de la requête, hein, c'est vraiment pour vous donner des exemples. Là, par exemple, quelles sont les updates qui sont les plus fréquentes. Si vous voulez plus de détails sur le performance schema, il y a un article de GitHub Engineering qui est vachement bien, qui explique un peu comment ils utilisent eux-mêmes. Next feature, donc là c'est le Online DDL. Alors le Online DDL, DDL ça veut dire Data Definition Language, donc c'est ce qui regroupe un petit peu tout ce qui est changement de schéma, donc tous les alter table, drop column, ce genre de choses. Et donc en fait, pourquoi online ? Parce qu'en fait, ils ont vachement travaillé sur comment est-ce que je fais pour lorsque je change mon schéma, il n'y ait pas d'interruption de service. Donc je puisse toujours écrire et lire sur ma base de données. Jusque-là, dans MySQL 5.5, ce qui se passait, c'est qu'au moment où le schéma est mis à jour, donc par exemple, je rajoute une colonne, la table va loquer. Donc MySQL va dire, alors là, celle-là, tu n'as plus le droit d'utiliser. Je suis en train de faire des changements dedans. Lui, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il va copier la table, il va faire tout un bordel. Puis à la fin, il va inverser les tables. Et puis là, le lock est release, et donc là, on peut continuer à travailler. Sauf que pendant ce temps-là, il y a eu plein de requêtes qui ont time-out, et c'est la merde. Et donc le nom DDL, c'est tout plein de nouvelles features qui permettent de faire des changements online, donc sans avoir à bloquer les écritures ou les lectures.
Il y a plusieurs algorithmes et il y a différentes façons de loquer, selon l'opération. Donc l'algorithme de copie, donc ça copie complètement la table et ça la recrée ailleurs. In place, ça change sans copier, tout simplement. Et après, il y a différents types de lock selon l'opération. Il y a soit pas de lock, soit un lock sur les écritures, donc on peut toujours le lire, soit un lock exclusif, et donc là on ne peut rien faire. Il y a quelques limitations, ça ne marche que avec InnoDB. Je vous conseille d'utiliser InnoDB de toute façon. Même sur le pas de lock, il y a quand même du lock, un tout petit peu, au tout début de l'opération et à la fin de l'opération. C'est très léger. Et autre limitation, la réplication est bloquée durant l'opération. Donc si jamais vous avez des slides, il va y avoir du lag tout le temps qu'il est en train de faire cette opération-là. Il y a une super doc sur le site de MySQL qui explique pour chaque opération, donc là on peut voir class index, drop index, etc. Qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va loquer ou pas, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a des cas particuliers dans les notes. On va toujours regarder si vous avez du trafic, ça va permettre vraiment de voir un petit peu ce qui va se passer lors de votre migration. La feature d'après, c'est les index full text. Donc ça existait déjà plutôt dans MyExam, là ils les ont intégrés dans InnoDB. Donc là je vous donne l'index full text va vous permettre de faire une recherche d'un mot dans un corps de texte. Donc là par exemple dans le premier exemple, alter table users, et je rajoute un index full text composite, donc avec deux champs. Donc je lui rajoute un index sur first name et last name. Et dans la deuxième requête, alors oui, j'ai un peu travaillé. Et dans la deuxième requête, donc là je fais une requête pour chercher Michael dans cette table. Et donc ça ne marche pas comme le like %% qui est très lent, qui fait un table scan complet. Mais là c'est where match against. Donc il y a deux modes de recherche. Donc pour les activer, il faut rajouter à la fin match against with tel ou tel mode. Il y a deux modes. Il y a le mode booléen, qui n'est pas le mode par défaut, c'est l'autre, on en parlera après. Le mode booléen, c'est vraiment un mode est-ce que j'ai trouvé, est-ce que j'ai pas trouvé. C'est très binaire. Il n'y a pas de relevance, il ne va pas le classer en fonction de combien de temps il s'est affiché ou quoi. C'est vraiment binaire, comme le dit son mot. Tous les espaces sont traités comme des ou, et on peut rajouter des opérateurs pour dire il faut absolument qu'il y ait tel mot ou il faut absolument pas qu'il y ait tel mot. Et donc il n'y a pas de relevance. Le Natural Language Search, par contre, c'est un peu ce qu'on trouve dans Elasticsearch, ce genre de choses, qui permet vraiment d'avoir de la relevance. Si je vois 3 fois le même mot, bah, je vais classer ça. Je vais classer ce résultat en premier. Donc il va les classer par score, et il maintient une espèce de score. Voilà. Je m'arrête là sur 5.6, il y a plein d'autres features, notamment une intégration avec Memcache qui permet d'avoir un layer de cache au niveau direct de MySQL, qui a d'ailleurs permis à Oracle de montrer que MySQL fait 1 million de reads par seconde, mais en fait c'est le Memcache. Il y a aussi plein de features sur les explains, et puis la réplication délayée par exemple. Donc c'est une autre façon de faire du backup. Vous pouvez dire tel slave, je veux qu'il ait 10 minutes de délai sur mon master. Et donc ça va permettre de se dire si jamais il y a une merde, j'ai 10 minutes pour dire que ce slave-là en fait c'est le master. C'est une autre façon de faire du backup. 5.7, c'est une des plus grosses releases de MySQL jamais faites. Ça a été release en 2015. Il y a plus de 150 features. On ne va pas parler de toutes ces features-là, mais des grosses features. La première, c'est GIS. Donc c'est tout ce qui est géométrique. Donc on a plein de nouveaux types géométriques dans MySQL. Des lignes, des points, des polygones, mais aussi des multipoints, des multipolygones, plein de choses. C'est très simple à utiliser. Donc là, je vais créer une colonne point. Et donc je lui dis, bah voilà, c'est un point. J'insère un point, donc je caste ma latitude et ma longitude comme étant un point. Je crée un index spatial, parce que ça existe aussi. Donc je crée des index spatiaux pour avoir de meilleures performances. Donc sur ce point. Et après, donc là, quelques exemples de requêtes. Ici, j'utilise la fonction, donc il y a plein de fonctions spatiales. Là, j'utilise stDistanceFair, qui en fait permet de trouver la distance entre deux points en prenant en compte que la Terre est ronde. Donc c'est pas un gros carré dégueulasse, non, c'est vraiment la vraie distance. Et donc là, je lui dis, bah, ordonne-moi par distance toutes les villes qui sont le plus proches de ce point. Enfin, tous les centres de ville, pour être exact, qui sont très proches de ce point. Alors nous, chez Drivey, on utilise Grab. Alors par exemple, tout bêtement, en SEO, quand vous allez sur drivey.com/location de voiture /Paris,
ben là on va pouvoir vous dire, vous êtes à Paris, donc voilà les points d'intérêt qui sont aux alentours. Donc là, par exemple, les gares, les aéroports, ce genre de choses. Mais aussi en analyse data, donc là, par exemple, c'est une carte avec chaque code postal qui représente qui est en fait un polygone. Ici en bas, on voit la table de notre base de données qui est tous les polygones des villes. Là, on voit un petit, il y a SQL Pro qui gère ça, qui peut afficher un polygone et montrer à quel il ressemble. Next feature, c'est les JSON. Donc, depuis 5.7, donc on a du native JSON dans MySQL. Et donc ça gère, il y a plein de fonctions liées au JSON pour chercher, extraire, inspecter ou modifier du JSON. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, on va créer une table avec un document JSON, tout simplement, donc c'est vraiment un truc tout simple. Puis là, on va l'insérer. Donc là, il faut juste mettre des côtes, et puis ça ressemble à un document JSON tout simple. Donc là, on va essayer d'extraire donc la clé 1, alors juste avant, excusez-moi, là il y avait donc la clé et la valeur, clé et valeur. Donc là, on va afficher toutes les K1, les types 1 de mes documents. Donc on va utiliser la fonction JSON extract, ou on peut utiliser aussi le raccourci, qui est genre juste la petite flèche là avec le chevron. Donc ça permet d'afficher directement toutes les clés de mon document. Il y a plein de fonctions pour travailler avec du JSON, des fonctions aussi bien pour travailler avec des objets JSON, donc des dictionnaires, mais aussi des tableaux, des arrêts. Pouvoir append, prepend, vraiment plein de choses. Pareil, regardez la doc, il n'y a pas toutes les fonctions, il y en a beaucoup plus que ça, on peut merger des documents, on peut faire vraiment plein de choses, on peut récupérer les clés, que les valeurs, ce genre de choses. Alors le JSON, par contre, il a... Alors non, après. Comment on l'utilise chez Drivey? Alors nous, on l'utilise partout. Voilà, puis, on est en 5.7 depuis moins d'un an maintenant, et on doit avoir, on a vraiment pas mal de colonnes JSON. Donc on l'utilise à la fois pour, par exemple, stocker des traductions dans une table, donc plusieurs traductions liées à un même champ dans la même table, mais aussi, par exemple, on l'utilise pour stocker toutes les transformations appliquées à une photo, pour stocker les articles qui sont reliés, les related articles, pour stocker des tags, donc là c'est un tableau. Donc vraiment ça s'utilise partout, c'est très pratique. Et une grosse limitation, c'est qu'on ne peut pas indexer du JSON. Donc c'est un peu lent si on veut faire des accès directs. Mais MySQL a pensé à ça et il a créé une nouvelle feature qui s'appelle les Generated Columns. Donc les Generated Columns, c'est quoi? C'est des colonnes dont laquelle la data ne va pas être ajoutée grâce à des inserts ou des updates, mais c'est au moment de la création de cette colonne, donc quand je vais dire add-moi telle colonne, je vais lui dire lui comment il va la générer. Et comment il va la générer, ça peut venir d'une expression mathématique, donc par exemple je vais lui dire cette colonne elle est générée via l'addition de telle et telle colonne, systématiquement, ou grâce à des fonctions de MySQL, comme par exemple JSON extract, donc là je vais pouvoir sortir du JSON et le mettre dans une colonne générée, qui est donc tout le temps maintenue par MySQL, ou ça peut être un littéral, donc un int, un string, n'importe quoi. Il y a deux types de storage pour les generated columns. Il y a soit virtual, donc virtual ça veut dire que c'est recalculé à chaque fois, soit stored. Et donc là ça prend de l'espace sur le disque, et ça va être maintenu par MySQL chaque fois qu'il y a un update ou un insert sur les dépendances de cette colonne, elle va être mise à jour. Et ce qui est super cool, voilà c'est ça, c'est que quel que soit le storage, on peut rajouter un index sur ces colonnes virtuelles. Un exemple, donc là, je vais rajouter une colonne virtuelle qui s'appelle fullName, qui est systématiquement la concaténation de users.firstname, un espace, et users.lastname. Et donc ça, cette colonne, elle va toujours être là, je peux la demander à chaque fois que je fais une requête. Lui, il va la recalculer à chaque fois parce qu'elle est virtuelle. Mais on peut imaginer que je peux créer un index dessus au hasard full text, par exemple. Donc là, j'aurai un index full text maintenu sur le disque, sur lequel je peux demander, je peux rechercher des noms et des prénoms. Un autre exemple, c'est par exemple, imaginons que je stocke en JSON tous les tweets, enfin, plein de tweets, et que je veux tout le temps avoir la location stockée. Bah là, voilà, c'est ce que je fais. Donc systématiquement, j'ai ma location qui va être dans une nouvelle colonne qui s'appelle location. Donc ça, c'était quelques features MySQL 5.7, on a plein d'autres, vraiment plein d'autres. Je vous invite à aller regarder le site thecomplete.features.com qui est maintenu par
par la team MySQL qui liste les 150 nouvelles features. Rapidement, donc il y a plein d'optimisations sur la full text search. Il y a un nouvel utility pour remplacer MySQL dump qui s'appelle MySQL pump, qui a l'avantage de faire des dumps en parallèle, donc c'est très rapide, beaucoup plus rapide qu'avant. On peut faire de la multi-source d'application, donc ça c'est vachement intéressant si on a plusieurs bases de données, donc plusieurs masters, on peut avoir un seul slave qui va regrouper les données de ces deux masters par exemple. Bon, il y a plein d'autres choses. MySQL 8, qu'est-ce qui arrive? Donc c'est censé être release cette année. Là, ils sont à la 8.1, c'est le développeur preview qui a été release il y a 2-3 semaines. Donc pas mal de grosses features, je vais parler des principales. Donc les index invisibles, qu'est-ce que c'est? C'est un index qu'on va pouvoir déployer, enfin créer, mais ne pas le rendre visible pour le query planner. Ça veut dire que lorsqu'il va faire sa requête, il ne va pas utiliser votre index. Donc ça va permettre de pouvoir faire des tests sur les index, les activer et les désactiver, voir un peu comment votre site réagit. Les Common Table Expression, les CTE. Donc ça, c'est une feature qui va permettre d'aliaser. Donc imaginons qu'on a une requête avec 6 sous-queries. La requête est vraiment très dure à lire. Et en fait, on va pouvoir dire telle sous-query, avant ma query, je la définis et je vais l'appeler comme ça. Donc après, ça va permettre de vraiment de cleaner son code et indirectement de faire des requêtes récursives. Après, il y a les windowing functions. Donc ça, c'est des fonctions principalement de groupage. Donc on va pouvoir grouper les données directement dans Select et pas faire un group by. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on peut faire dans des pivot tables sur Excel. C'est assez puissant. Il y a un nouveau type UID qui va permettre de générer des UID selon la spécification V4. Donc des gros UID bien longs et pas avoir des integers comme une clé primaire ou même juste avoir des UID en plus de la clé primaire ID. Des rôles pour les users, donc on va pouvoir créer un rôle qui peut être appliqué à plusieurs utilisateurs. Si vous avez déjà managé un MySQL avec plein d'utilisateurs, c'est un peu l'enfer. À chaque fois, il faut copier-coller pas mal de commandes, alors que là, on peut définir 5-6 rôles et juste les appliquer à différents utilisateurs. Il y a des améliorations sur le JSON, donc des fonctions d'agrégation, l'équivalent d'un map, soit pour les arrays, soit pour les objets, avec JSON Array et JSON Object Ag. Il y a un nouveau document store, donc là, c'est vraiment complètement séparé d'InnoDB. Et ça va permettre de stocker des documents entiers un peu à la façon de MongoDB. Je n'ai pas trop d'infos là-dessus, donc on ne parle pas plus que ça. UTF-8 MB4 par défaut. Donc ça, si vous avez déjà eu des problèmes de collation, j'arrive pas à stocker un emoji dans une de mes colonnes ou du chinois, en fait, systématiquement, la solution, c'est de passer votre colonne, votre table, votre base de données de UTF-8 à UTF-8 MB4. Donc au lieu d'encoder votre caractère sur 3 bits, il va être sur 4. Donc là, ça va devenir le défaut pour tout le monde. Et pour finir, il y a les index descendants. Donc si vous faites beaucoup de order by death, pouvoir créer un index directement optimisé pour l'ordering descendant, ça va permettre des améliorations de performance assez conséquentes. Comment est-ce qu'on utilise tout ça dans MySQL? Alors, je vais prendre juste les grosses features et voir un petit peu comment elles s'intègrent dans Ruby, en Rails pour le coup. Les generated columns, ça a été rajouté récemment, émergé récemment, donc ce sera là pour 5.1. D'ailleurs, ça a été release 5.1, donc c'est là. Donc ça s'utilise assez facilement, on a juste à dire virtual, comment on génère cette colonne virtuelle, et puis si c'est stocké ou pas. Puis là, il est content, il a fait un index dessus, ouais, c'est vachement cool. Le JSON, donc ça pareil, ça a été émergé récemment, ce sera là pour 5.1, c'est là pour 5.1. Et donc là, très simple, c'est un nouveau type JSON qu'on déclare comme ça, et puis on lui passe du JSON, il va s'occuper automatiquement de le faire entrer dans votre table MySQL. Le GIS, alors ça c'est une PR qui a été ouverte récemment, enfin, il y a quelques mois, les discussions sont toujours en cours. C'est pas encore mergé, c'était censé arriver pour 5.1 et puis ils ont repoussé parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certaines nomenclatures, mais ça arrive bientôt. Et donc ça c'est un peu les grosses features. Il y a le full text qui arrive aussi dans 5.1, pareil. Donc 5.1 c'est un peu la release de MySQL 5.7, passé à 5.1. Donc pareil, full text et spatial index. Et petit bonus, alors nous on n'est pas en 5.1, mais on utilise quand même toutes ces features. Donc je vous ai linké ici des patchs pour Active Record pour
Big up à Adrien d'ailleurs et à Antoine qui est pas loin, ouais, Antoine, qui nous ont aidés, avec qui on a fait ces patchs-là. Donc c'est des patchs qui permettent d'utiliser toutes les options GIS et JSON dès aujourd'hui sur MySQL. Pour le GIS, il n'y a pas tous les types encore. Nous, on n'utilise que les points, les polygones et les multipolygones, si je ne dis pas de bêtises. Donc il n'y a que ça qui est là. Mais vous pouvez regarder, ça devrait être facile de rajouter vos propres types. Donc il y a les specs et les patchs en question. Les specs sont dispo d'ailleurs déjà sur Drivey.engineering, notre blog technique. Des sources. Des questions. Oui, c'est ça. Le général qui colonne avec des index. Il fait un algo, quand c'est pas stored, ouais. Il fait un algo de bien. Il régénère à chaque fois, à chaque accès, en fait, il va régénérer en maintenant la fonction. Il génère tous les récits. Ah non, il génère, c'est-à-dire au moment où tu vas les regarder, si toi tu veux les regarder. Si le truc il n'est pas stored, tu veux faire une recherche comme si c'était un full thread. Il va faire un full thread. C'est pour ça qu'il faut rajouter un index. Il vaut mieux faire un store. Le concept, c'est soit de faire un store, soit de faire un virtuel avec un index. On peut utiliser Postgre c'est pas un troll parce que les trucs dont vous servez, vous avez l'air d'en avoir besoin et vous allez après les 5 ans, c'est déjà en nous, en fait, on est de façon legacy, on était sur MySQL. On n'avait pas besoin de ces features-là jusqu'au moment où on les avait, en fait, tout simplement. Et à partir du moment où on les a eus, on les a utilisés. Et pourquoi pas Postgre? On peut troller, mais de manière générale, nous, on est très contents avec MySQL. Ça scale bien, ça gère autant de connexions qu'on veut sans mettre un proxy dedans, ce genre de choses. Donc après, on peut en parler dans le détail, mais c'est content avec MySQL. C'est surtout pour le GIS, en fait. Vraiment pas un problème. Non, j'imagine. Mais le GIS, on n'en avait pas besoin jusqu'à récemment. On commence à faire de la géométrie depuis récemment. Avant, on faisait des hacks de géométrie. C'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple, de demander quand on calcule la distance, par exemple, plus simplement, un radius. Un radius, soit tu prends en compte le fait que tu es sur la Terre, qui est ronde, et donc les calculs sont assez compliqués. Soit tu fais un truc très simple, un carré, en 2D. Et ça marche quasiment, sauf sur les extrémités, et c'est ce qu'on faisait jusque-là, et ça marchait très bien. Donc il y a toujours des hacks pour faire des trucs. Merci.